Alors, rebonjour à tous pour ceux qui étaient là. Sinon, bonjour. Là, on passe sur la deuxième session. Donc, cette session, ça va être essentiellement sur les Dopplers. Donc, on a la chance d'avoir le professeur Emmanuel Simon. Je ne sais pas si vous le connaissez. En tout cas, il doit être connu. Il travaille à Dijon et c'est un tueur en Doppler. Vous allez voir, il va vous faire un truc de fou. Et ce qui va être plaisant, c'est qu'il va nous faire l'état des lieux du Doppler en obstétrique et aussi une ouverture sur le futur. Et ensuite, on a la chance, je pense que tout le monde la connaît également, c'est le docteur Laurence Gitz, qui est, à mon sens, et je le pense, parce qu'il y en a qui disent que je suis trop gentil, je pense que c'est une des meilleures échographistes dans toute la France. Pourquoi? Non seulement elle fait des belles échos, très bien, mais c'est surtout qu'elle est extrêmement didactique. Et vous allez voir, il y a une caméra qui va filmer sa main, et on l'écoutera, elle explique tout, c'est excellent. Il y a un avant et un après à chaque fois que Laurence fait ce type de live. Donc Laurence, il faudra que tu fasses tout ce que va décrire le professeur Emmanuel Simon. Ouais. Donc tu écoutes bien son topo, ok? Emmanuel, c'est à toi. Merci Philippe pour cette introduction très élogieuse. Alors moi, en fait, dans cette présentation, je vais vous parler un peu d'avenir et de technologie, de choses qui n'existent pas encore. Et Laurence Gitz nous montrera voilà, la réalisation de l'examen tel qu'il doit être fait dans la routine pratique de tous les jours. Alors, je vais vous parler de ce qui arrivera demain. Ce qui arrivera demain, c'est l'imagerie ultrasonore ultra rapide. C'est-à-dire qu'avec vos échographes que vous utilisez tous les jours, on a une cadence d'image d'à peu près 50 à 60 images par seconde. Et nous avons désormais des plateformes qui peuvent aller jusqu'à des cadences images de 20 000 images par seconde, c'est-à-dire des appareils qui vont 200 fois plus rapidement que votre appareil d'échographie dans votre cabinet ou dans votre hôpital. Alors à quoi ça sert d'avoir des appareils qui soient si rapides? Est-ce que ça fait des plus belles images? La réponse c'est non. En fait, le principe initialement c'était de rentrer dans la physique de la milliseconde. Lorsque on tire très rapidement avec un appareil Doppler, eh bien, on va pouvoir observer des phénomènes qu'on ne pourrait pas observer si on allait à une cadence plus lente. Donc, historiquement, l'intérêt de l'imagerie ultra rapide, c'était pour l'élastographie ultrasonore. Les ondes de cisaillement utilisées pour quantifier l'élasticité des tissus sont des ondes lentes, mais qui vont quand même à 2 mètres par seconde, ce qui est trop rapide pour un appareil d'échographie standard. Si on avait une image qui fait 3 à 6 cm de large, une onde qui va traverser le champ de l'image avec 2 mètres par seconde, eh bien, nos appareils qui vont à 50 à 60 images par seconde ne peuvent pas capturer le défilement de l'onde. Et c'était un verrou technologique qu'il fallait lever pour parvenir à faire de l'élastographie ultrasonore. Donc cela est devenu possible et c'est pour ça que certains constructeurs arrivent à faire le calcul de la vitesse de l'onde de cisaillement, d'où vont découler certains paramètres mécaniques du tissu, le fameux module Young en kilopascal. Alors vous allez dire que je m'éloigne du sujet qui est le Doppler, mais justement, il se trouve que cette imagerie dite ultra rapide ne sert pas uniquement à faire de l'élastographie, et on s'est rendu compte que ça permettait également d'optimiser nos Dopplers, de construire peut-être le Doppler de demain qui sera beaucoup plus performant que celui que nous utilisons au quotidien. L'imagerie ultra rapide, elle a 2 objectifs. C'est coupler en une seule modalité les avantages du Doppler couleur, qui permet de voir l'anatomie vasculaire d'une part, et d'autre part, les avantages du Doppler pulsé, qui permet la quantification du flux, quand vous faites vos index de résistance, vos index de pulsatilité. Alors, donc là, je vais peut-être revenir sur des choses qui sont un peu arides, mais je vais essayer de le dire vraiment de façon très simple. Le Doppler conventionnel, ça consiste à envoyer des trains d'ondes focalisés de haute intensité. Et en fait, notre œil ne le voit pas, mais l'image, elle est construite de manière séquentielle. Il y a un tir, puis ça va aller de gauche à droite, et l'image, elle va se construire
comme ça, de gauche à droite, de façon séquentielle. Notre œil ne le voit pas parce que c'est très rapide. Eh bien, qu'est-ce que permet l'imagerie ultra rapide? Elle va permettre d'avoir une autre approche et de faire ce qu'on appelle du Doppler en onde plane. Au lieu d'avoir ce tir séquentiel sur l'image de gauche à droite, on va envoyer une image, un front d'onde, qui va insonifier tout le plan d'échographie en une fois, en une seule fois. Donc, voilà, à gauche, vous avez le Doppler classique. Vous voyez, ça part à gauche et puis ça avance à droite. Le Doppler, l'imagerie en onde plane, on envoie une onde plane qui avance et à la même milliseconde, tout le plan d'échographie est insonifié. Il n'était pas possible de faire du Doppler en onde plane tant qu'on n'avait pas l'imagerie ultra rapide. Cela suppose d'avoir de l'imagerie ultra rapide. Donc voilà les outils que vous utilisez au quotidien, voilà comment ça fonctionne. Un Doppler couleur, il va prélever 10 échantillons par pixel et c'est ça qui va permettre d'évaluer la vitesse moyenne du flux. Donc ça, c'est votre Doppler couleur de tous les jours. Et lorsque vous utilisez votre Doppler pulsé pour savoir à combien sont les index, eh bien, le prélèvement va être un petit peu plus important. Au lieu d'avoir 10 échantillons par pixel, on va passer à 50 à 150 échantillons par pixel. Mais où ça? À l'endroit que vous interrogez avec votre boîte Doppler. Eh bien, le Doppler en onde plane va permettre demain de réaliser le même échantillonnage, 50 à 150 échantillons par pixel, mais sur toute l'image en une seule et unique fois. Donc voilà comment ça fonctionne. La sonde d'échographie envoie des ondes planes. En général, ce n'est pas une seule onde. Je vous ai dit que c'était une seule et unique onde. En réalité, il y a 3 ondes qui ont une inclinaison un petit peu différente. Et ces plans vont être sommés pendant un temps relativement long qui va durer 1 seconde. Et on va obtenir des données Doppler de cette manière. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, chaque pixel va être interrogé de façon beaucoup plus constante. Il va y avoir un tir Doppler en permanence. Vous ne le savez pas, mais lorsque vous faites du Doppler couleur, en fait, les pixels ne vont être interrogés que pendant 10% du temps. Les 90% du temps sont dévolus à construire une imagerie en mode B. Eh bien, avec l'imagerie ultra rapide en onde plane, 90% du temps va être dévolu à la construction du Doppler. Donc on va augmenter le rapport signal sur bruit, le bruit étant constant, et si on prend une cadence de répétition des tirs de 1 kHz, eh bien les 1000 points vont participer à la création du signal Doppler. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'informations dans ce Doppler en onde plane. À cela s'ajoutent des problématiques de filtrage. Et il faut que vous compreniez quels sont les enjeux techniques sous-jacents. En fait, en Doppler, on utilise ce qu'on appelle un filtre numérique passe-haut. Qu'est-ce que ça veut dire? On suppose que le sang va plus vite que les tissus environnants. Donc, on veut se débarrasser des mouvements des tissus environnants que l'on suppose être à basse fréquence, à la différence du flux sanguin qui, lui, va très vite. Eh bien, pour faire cette séparation entre ce qui va vite et ce qui va lentement, on va utiliser un filtre numérique passe-haut. Mais le problème, c'est pour les vaisseaux de petit calibre, parce que donc vous avez ce diagramme avec des spectres Doppler. Quand le vaisseau va très vite, c'est très facile pour l'appareil de faire la distinction entre le vaisseau et les tissus environnants. Mais quand le flux sanguin va lentement, eh bien, le signal ultrasonore qui est rétrodiffusé par le contenu vasculaire est bien plus faible que celui des tissus environnants. Et la règle, vous la connaissez peut-être, c'est que nos outils Doppler ne permettent pas d'identifier des vaisseaux qui font moins de 100 microns. Et donc, l'enjeu de l'imagerie ultra rapide, c'est de dire, est-ce que cette limite-là, on pourrait un jour la lever pour arriver à voir la microvascularisation des tissus? Allez voir, en quelque sorte, la microscopie vasculaire des tissus. Eh bien, c'est possible grâce aux ondes planes. Pourquoi? Maintenant qu'on a une insonification du milieu en une seule et unique fois, on va pouvoir faire ce qu'on appelle du filtrage spatial. Qu'est-ce que ça veut dire, ce jargon? Vous allez comprendre en regardant cette figure.
vous comprenez que la difficulté pour distinguer le tissu et le sang, sur la figure du haut, c'est le chevauchement des deux courbes. C'est là où l'appareil ne distingue plus les tissus environnants et les petits vaisseaux. Eh bien, si on a une identification sur un critère spatial, eh bien, sur l'image du bas, la machine est désormais capable de séparer ce qui relève de l'espace sanguin de ce qui relève de l'espace tissulaire. Et donc, pourquoi est-ce qu'on peut faire cette analyse de cohérence spatiale? Tout simplement parce qu'on a une onde plane, ça veut dire que même des points très éloignés de l'image sont acquis à la même milliseconde, ce qui n'est pas le cas avec vos outils Doppler que vous utilisez quotidiennement. Donc, c'est ça le paradoxe, qui est un peu étonnant, c'est que si on veut enregistrer des flux très lents, eh bien, il faut des appareils très rapides. Si on n'a pas des appareils rapides, on ne pourra jamais enregistrer les flux lents. Alors, ça suppose également de revoir complètement l'architecture des appareils d'échographie. Classiquement, on dit que les appareils d'échographie sont montés en série. Et dans l'imagerie ultra rapide, on a une architecture technique de l'appareil d'échographie dit en parallèle où toutes les lignes sont traitées en même temps. Et donc, ça suppose des performances calculatoires de la machine absolument énormes, et cela n'a été possible qu'avec l'émergence des cartes graphiques et des GPU qui permettent de faire tous ces calculs. Et donc, en fait, ces GPU, on les doit à l'industrie du jeu vidéo. Donc, l'industrie du jeu vidéo a permis de faire des grandes avancées dans le domaine de l'imagerie médicale et dans le domaine de l'imagerie ultrasonore en particulier. Alors, vous allez me dire, mais finalement, moi, mon appareil d'échographie, il me donne plein de petits détails sur les micro-vaisseaux. A-t-on vraiment besoin d'aller plus loin? À quoi ça servirait d'aller voir les ramifications vasculaires encore plus loin que ce que l'on voit actuellement? Et certains constructeurs, c'est vrai, proposent des outils qui sont particulièrement impressionnants. Et je pense en particulier à l'outil qui s'appelle le Slow Flow, qui, comme son nom l'indique, a pour objet de voir les flux lents. Et c'est vrai que sur ces images, on a une vascularisation du rein qui est quand même assez impressionnante. Donc, quel est l'intérêt d'aller plus loin? Et je vais essayer de vous convaincre. Alors là, à gauche, on a un signal Doppler classique, en Doppler couleur classique, et à droite, c'est de l'imagerie ultra rapide. Vous allez dire, pas de grande différence avec l'outil Slow Flow que j'utilise dans mon cabinet ou dans mon hôpital. Et vous connaissez tous ces images-là, qui sont absolument bluffantes. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ça avec l'imagerie ultra rapide? Eh bien, je vais essayer de vous convaincre en vous montrant une image d'une publication qui est maintenant un peu ancienne, qui date de 2014, qui a été réalisée à l'Institut Langevin par Desmenet. C'est l'équipe de Michael Tanter, c'est vraiment les grands spécialistes de la physique ultrasonore. Et là, les images que vous voyez, qui sont, vous me l'accorderez, assez impressionnantes, c'est une échographie transfontanellaire. Donc, l'échographiste a la sonde sur le cerveau du nouveau-né, et voilà le niveau de sensibilité. Vous voyez qu'on va vraiment vers les petites ramifications artériolaires et vénulaires de cette vascularisation cérébrale. Bon, très bien, c'est très joli. Mais regardez ce qu'on peut faire en plus. On va pouvoir faire un échantillon sur 1 pixel, et comme on a fait cette acquisition en 1 seconde, on a capturé un cycle cardiaque dans cette seconde. Et donc, on va mettre une petite boîte sur ce vaisseau, et on a la systole et la diastole. Donc, on peut calculer un index de pulsatilité, un index de résistance. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir le faire avec autant de pixels qu'on veut, sur la même image acquise à la même milliseconde. Donc là, tous les index de pulsatilité ou de résistance que vous calculerez, eh bien, ce sera le même cycle cardiaque, ce qui n'est jamais le cas lorsqu'on travaille en Doppler, puisqu'on fait une mesure du Doppler, et puis on réessaye, ce n'est pas tout à fait la même que la précédente. Là, il y a une comparabilité parfaite de tous les points d'une même image. Et ici, il y a la représentation en couleur des index de résistance sur cette image, voilà, et qui permet d'avoir le côté spatial, en fait, de la distribution de ces index vasculaires. Vous l'interrogez à un endroit précis, à un moment donné.
Même pour les gros vaisseaux, ces technologies ne sont pas inintéressantes. Avec l'imagerie ultra rapide, on voit apparaître des choses qu'on ne voyait pas avant. Par exemple, au moment de la systole, au moment de la diastole, on commence à voir des turbulences qui correspondent à la diastole et que l'on ne voit pas avec les outils Doppler actuels. Donc vous allez me dire, très bien, à quoi ça sert tout ça? Justement, c'est l'imagerie de demain, c'est ce que nous devrons réfléchir à ça. Et là, je laisse votre imagination travailler. Moi, j'ai plein d'idées. Chaque fois qu'il existe une problématique hémodynamique en médecine, il y a un intérêt à aller dans cette direction-là. Le placenta est un organe intéressant, les organes fétaux, en gynécologie, quid du myomètre, de l'endomètre, du sein, et il n'y a pas de majoration du risque acoustique avec ces technologies. Donc, actuellement, je travaille sur un projet de recherche sur le cerveau fœtal et sur la redistribution vasculaire. Le but que je me fixe, c'est d'essayer d'identifier les vaisseaux de la profondeur du cerveau qui, actuellement, ne sont pas identifiables et d'aller mettre une quantité sur le flux vasculaire dans la profondeur des tissus. Donc, en fait, si on devait résumer ma présentation, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le fameux Doppler Slow Flow que vous utilisez peut-être, en l'état actuel, il ne permet pas de quantification du flux. Demain, il existera des technologies qui permettront d'aller interroger les index des tissus profonds. Est-ce que ça aura un intérêt? On ne le sait pas, c'est de la recherche. Peut-être ça aura un intérêt, peut-être qu'on va découvrir de la physiologie avec ces outils innovants, peut-être qu'on sera déçu et qu'on continuera à utiliser les outils actuels. Donc, il existe des, les outils commercialisés par une société permettent déjà de faire du Doppler en ondes planes. Vous voyez que les images ne sont pas exceptionnelles. Ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai montré sur l'imagerie, l'échographie transfontanellaire que je vous ai montré, pour une raison simple, c'est que la difficulté quand on fait des ondes planes, c'est la profondeur de la cible. Plus la cible est éloignée, malheureusement en obstétrique, notre cible elle est un peu éloignée, plus c'est difficile, moins on peut mettre d'ondes planes. Plus on peut mettre un grand nombre d'ondes planes, plus on aura une résolution spatiale, plus on aura accès à la microvascularisation tissulaire. Donc ça suppose de faire un peu du développement et c'est un peu de l'ingénierie qu'on fait dans ce travail de recherche. Donc on connecte un appareil d'échographie à un ordinateur et on pilote cet ordinateur à partir de l'appareil d'échographie, on récupère les données brutes de cet appareil d'échographie pour les traiter et faire du développement méthodologique. Donc on envoie des séquences et après on est dans du code avec des choses qui pour l'instant ne fonctionnent pas très bien, mais on arrive à remonter. Il faut imaginer que c'est vraiment de la cuisine, hein. On va échanger le sel, le poivre, on est dans de l'ingénierie plutôt que de la méthodologie d'essai clinique, mais je suis persuadé que dans les années qui viennent, nous pourrons venir vers vous et les constructeurs pourront venir vers vous avec des outils qui permettent d'aller vraiment beaucoup plus loin en termes de quantification du flux vasculaire. Donc c'était ça le message de cette présentation. Bon, alors, donc j'avais raison ou non? On sent qu'il maîtrise quand même le Doppler. Donc c'est vrai que ce qui était intéressant, c'est qu'il a ouvert la porte sur le futur. Et donc vraiment merci pour ton topo, c'était passionnant, bravo. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? En attendant que Laurence mette en application donc, tout ce que vous a dit le professeur Emmanuel Simon. Ouais. Ne te mets pas la pression, Laurence. On va commencer par le Doppler ombilical, le Doppler utérin. Donc, Non, vous n'avez pas de questions en particulier? Donc, je voulais aussi remercier le professeur Bruno Carbone qui est à mes côtés en tant que modérateur. C'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous. Et voilà, c'est un honneur. Moi, j'ai juste une petite question. Il y a quelque chose qui est gênant finalement dans cette histoire de vascularisation, c'est que tu restes toujours en amont du problème.
il y a un moment où toi, on sent que tu veux pousser les choses d'une façon telle où tu seras quasiment à la connexion entre la vascularisation et, par exemple, on peut imaginer la cellule, comme une cellule nerveuse. Parce qu'il y a toujours ces phénomènes d'adaptation. On sait très bien que si demain, tu arrives avec tes outils à montrer que dans cette région-là, il y a un problème de vascularisation, on sait bien que la nature est faite de telle sorte qu'il peut y avoir des réseaux collatéraux qui vont essayer de pallier ce problème-là. Et donc, est-ce que tu as le sentiment des fois de finalement avoir un peu comme un petit train de retard de micro-millisecondes qui ne te permettent pas d'aller à l'essentiel de la question, à savoir la cellule. Est-ce qu'elle est normale ou pas normale? Alors, c'est vrai qu'on se pose plein de questions à ce stade. Évidemment, une des thématiques qui intéresse l'obstétricien, c'est le retard de croissance intra-utérin. La question, c'est qui est premier de la poule ou de l'œuf? Est-ce que c'est un bébé qui est petit et qui, à un moment, il est tellement petit qu'il va dilater ses vaisseaux cérébraux, il va y avoir plein de remaniements vasculaires? Ou est-ce qu'on peut imaginer le scénario inverse, où ce qui est le primum movens, ça va être les anomalies vasculaires, et où le défaut de croissance va arriver bien plus tardivement? C'est vrai que le Doppler, par exemple, cérébral, c'est une success story, par exemple, sur l'anémie fœtale, sur le retard de croissance fœtale. Mais il faut bien se dire que c'est les outils que nous ont offerts les ingénieurs. Et donc, en fait, on a fait ce Doppler de l'artère cérébrale moyenne parce que la technique nous permettait de voir ce vaisseau-là qui va très vite. Mais il y a des choses qui sont inapparentes. Si demain, on va aller regarder les petits vaisseaux thalamiques, est-ce qu'on découvrira de la physiologie cachée? Voilà, moi, c'est une question que je me pose. Et en fait, dans nos questionnements cliniques, je trouve qu'il y a vraiment une interaction avec le domaine de l'ingénierie. J'avais une question un peu dans cet ordre-là. Tu dis que l'artère cérébrale moyenne, c'est grâce à la technique, mais c'est aussi parce que c'est une des artères les plus accessibles, les plus faciles, c'est facile de se mettre dans l'axe, etc. Est-ce qu'avec ces nouvelles techniques que tu nous décris, on va avoir un accès beaucoup plus facile à certains vaisseaux qui ne sont pas forcément bien placés, j'allais dire, actuellement, avec les techniques actuelles? Au-delà de la qualité de l'image, est-ce que ça peut rendre peut-être plus facile sur certains vaisseaux qu'on a déjà l'habitude d'utiliser, mais avec des difficultés techniques plus grandes? Je pense qu'on va voir apparaître des vaisseaux qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire des petites artérioles corticales, les vaisseaux dans les noyaux gris centraux. Et donc, il va falloir faire un travail, il va falloir étudier tout ça, évaluer, questionner tout ça. Mais tant qu'on n'a pas une quantification du flux, alors, encore une fois, ce n'est pas pour dénigrer les outils actuels. L'outil, le slow flow, est vraiment d'une très grande richesse. On discutait avec Philippe Boina justement de la vascularisation péricaleuse, quid de l'agénésie partielle du corps calleux? Est-ce que d'aller regarder l'enroulement autour du corps calleux, ça pourrait sensibiliser notre diagnostic? Mais là, on reste dans un questionnement qui est purement anatomique. Là où je trouve un champ d'exploration s'ouvre à nous, et je le trouve très excitant, c'est vraiment la question de la quantification du flux, quoi. Et sans ces outils d'imagerie ultra sensibles, on n'ira pas plus loin. Et puis ensuite, j'ajoute que les Doppler, dans la littérature récente, alors là, je ne vous ai pas fait un topo, on va dire, clinique et pratico-pratique pour votre vie quotidienne. Donc ça, c'est Laurence Gitz qui va nous expliquer tout ça. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que ces Doppler, ils prennent une place de plus en plus importante dans l'évaluation des retards de croissance intra-utérin. Plus le temps passe, et on a vu que la question des courbes de croissance, ce n'est pas simple. Le Doppler, c'est vraiment une corde à notre arc qui est particulièrement importante. Et vraiment, la littérature récente apporte chaque jour des éléments en faveur de cette étude minutieuse des Doppler, de tous les Doppler, en fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou c'est bon? Ok, parfait. Laurence,
Bon, C'est à bonjour toi. tout le monde. On remercie aussi, tu voulais le faire General Electric avec Salomé Bien sûr, Kachani et je Grégoire remercie Potel. déjà PSF qui nous a autorisé à faire une session live pendant une présentielle et avec Philippe, on y tenait beaucoup, donc merci au Congrès. Merci à Philippe de m'avoir invité et merci à vous tous d'être ici. Merci à General Electric et à Salomé et Grégoire qui vous ont concocté toute une ingénierie pour que vous puissiez voir à la fois l'image mais aussi le board. Parce que ce qu'on va parler beaucoup, c'est de réglage et de comment optimiser finalement notre machine, parce qu'on a des outils exceptionnels et qui avancent et qui progressent, mais encore faut-il qu'on soit en capacité de les mettre, de les utiliser en routine pour qu'ils nous soient utiles. Et puis, merci bien sûr aux 2 patientes charmantes qui ont accepté de venir un mercredi après-midi, malgré les contraintes que ça impose, donc Sue et Audrey qui vont participer à cet atelier. Alors, ceux qui me connaissent, vous savez probablement que le Doppler, c'est quelque chose qui me passionne. Et puisque j'en suis dans les remerciements, je voulais aussi adresser une pensée à quelqu'un qui m'a beaucoup appris, qui est Francine Proux, et qui est sonographeur au Canada dans l'équipe de Fouron, et qui m'a ouvert les yeux sur cette technique que je pense qu'on sous-estime aussi pas mal, nous, dans notre pratique, dans notre formation initiale et en formation continue. Donc, on a beaucoup à apprendre de nos collègues et j'ai une pensée particulière pour ces années qu'on a passées ensemble à Béclair. Alors, pourquoi le Doppler ? Finalement, en pratique, on a deux grands champs d'application. Ça va être l'utilisation de l'analyse spectrale, c'est-à-dire on va chercher à obtenir une valeur numérique chiffrée, que ce soit une vitesse ou un indice de pulsatilité ou un indice de résistance. Et cette mesure va faire basculer notre fœtus et notre patiente dans un protocole de soins différent de la situation initiale. C'est-à-dire qu'avec une mesure, vous allez modifier la surveillance de votre fœtus, parfois avoir une indication d'hospitalisation, de corticothérapie, même d'extraction fœtale. Donc, comme toujours, la qualité de la mesure est indispensable pour qu'ensuite la situation obstétricale ne soit pas prise en défaut en raison soit d'un faux négatif. Le faux négatif, vous savez, c'est quand on va dire que la situation est normale alors qu'on est face à une pathologie et donc on va peut-être exposer notre fœtus à un risque d'hypoxie ou une situation obstétricale négligée comme on a vu tout à l'heure avec une insertion vélamenteuse du cordon proche de l'orifice interne. Donc c'est très important de ne pas faire de faux négatifs. Et puis aussi, c'est très important de ne pas créer de faux positifs. C'est-à-dire qu'on va le voir, je vais faire comme Philippe aime bien, c'est-à-dire vous mettre en situation de piège et de vous montrer comment un bébé qui est strictement normal et qui va très bien peut tout d'un coup se retrouver avec un Doppler nul ou une autre situation de ce type-là, où vous allez finalement imposer de la iatrogénie chez un bébé qui a des valeurs qui par ailleurs sont normales. Donc il ne faut pas négliger cette question d'opérateur dépendant dans l'échographie, puisqu'entre nous, entre la machine et le fœtus, il y a un opérateur et c'est à nous finalement, et on a tous une capacité à améliorer notre qualité d'examen grâce à tous ces outils. Alors, je vous propose de décrypter, du coup, on va passer à la pratique, de décrypter finalement toutes les étapes qui vont nous permettre d'arriver à cette valeur numérique. Donc, on va d'abord parler de l'analyse spectrale, et puis ensuite, on verra bien sûr la deuxième utilisation du Doppler, qui est la cartographie vasculaire. Et donc, on va pouvoir ensuite, dans un deuxième temps, discuter de tous les réglages qui permettent d'utiliser la cartographie vasculaire en médecine fœtale. Donc là, c'est différent d'une valeur numérique qu'on a besoin plus dans les situations obstétricales. Mais en médecine fœtale, on a souvent besoin de connaître, par exemple, la vascularisation, le type de vascularisation tissulaire d'un goitre thyroïdien, ou l'analyse, par exemple, dans un tératome sacro-coccygien, de savoir la cartographie vasculaire initiale de ce tératome, ou dans les pathologies pulmonaires. Enfin, on va voir ensemble toutes les situations où la cartographie anatomique vasculaire est très importante et comment on fait pour avoir de belles images et donc avoir une qualité d'information adaptée pour la prise en charge de notre fœtus. Alors, on va commencer, donc, je vous montre. Ah oui. Alors, j'ai pris par réflexe la 2D, mais on va prendre la 3D.
Donc vous savez qu'on commence toujours par faire une cartographie 2D. Donc là, c'est une cartographie anatomique, comme on a tous l'habitude de la faire quand on fait de l'échographie fœtale. Et donc on a un plan anatomique qui est reconstruit à partir d'un plan ultrasonore, qui est le plan de la sonde, qui va émettre une onde, et cette onde revient à la sonde, et vous avez une cartographie anatomique qui est liée aux interfaces. Donc je prends un exemple tout simple, par exemple pour l'insertion du cordon. Vous savez que donc là, c'est un bébé qui est en siège, il a la tête en haut, le dos à gauche, les fesses en bas. On a du coup un placenta antérieur, et je vous montre déjà une première chose toute simple. C'est pour faire de la cartographie anatomique 2D, on essaye toujours d'arriver avec une insonation perpendiculaire aux interfaces pour avoir une bonne qualité d'image en 2D. Plus on va venir perpendiculaire à la structure, et plus on va réussir. Je vais tourner autour. Voilà. Donc la zone d'intérêt, c'est ici, c'est l'insertion du cordon. Et vous voyez qu'en 2D, on va chercher à venir avec notre faisceau ultrasonore qui vient perpendiculaire à la structure anatomique pour avoir une bonne qualité d'image en 2D. Donc ça, c'est une clé du 2D, noir et blanc. On est perpendiculaire à la structure qu'on analyse. Maintenant, si on veut travailler en Doppler, on va utiliser une formule mathématique qui nous permet de faire une cartographie des particules en mouvement. Donc le Doppler va chercher à analyser les particules en mouvement grâce à leur vitesse. Et on va avoir une cartographie anatomique en fonction des particules qui bougent et de leur vitesse. Donc j'allume le mode Doppler couleur. Alors vous voyez d'emblée, vous avez une petite boîte là. Donc cette petite boîte va vous donner la zone où la machine va chercher les particules en mouvement et va la cartographier en fonction de leur vitesse et de leur localisation. Donc si on vient perpendiculaire, on utilise une formule mathématique pour la vitesse qui est dépendante d'un cosinus d'angle. L'angle qu'on utilise, c'est l'angle entre le faisceau ultrasonore. Donc vous savez, alors je réduis un peu vous savez qu'ici c'est la sonde, et donc le câble de la sonde correspond au câble, enfin si vous voulez, au tir Doppler qui va être sous votre sonde. Donc le tir Doppler est perpendiculaire à la surface de la sonde et parallèle au câble. Donc vous imaginez que votre câble c'est le tir Doppler. Et donc, il va descendre comme ça. Et en cartographie couleur, on peut utiliser du coup sur une plage un peu plus grande que l'analyse spectrale, on en parlera juste après. En tout cas, c'est pour vous dire que le faisceau ultrasonore arrive ici, toujours par en haut, et il va être du coup parallèle ou perpendiculaire à ce qui se passe dans votre boîte. Donc, si vous arrivez perpendiculaire, vous allez avoir un cosinus d'angle égal à 1, parce que le cosinus égal à 0, puisque le cosinus de 90 égale à 0. Et donc, vous aurez la vitesse va être mathématiquement nulle. Alors que si vous arrivez dans l'axe du vaisseau, le cosinus de 180, c'est 1, et donc vous avez la vraie valeur de la vitesse de la particule la plus pure possible. Donc, raison pour laquelle, en Doppler couleur, il faut travailler à l'inverse de la cartographie noir et blanc, et on va chercher à venir avec un faisceau ultrasonore parallèle au vaisseau pour avoir la meilleure cartographie possible. Donc cette petite boîte, vous pouvez la modifier, et je vous invite toujours à essayer de la mettre la plus petite possible pour avoir la meilleure qualité d'image, parce que vous allez demander à la machine de travailler sur une plus petite zone, et Emmanuel en a parlé tout à l'heure. Plus on va avoir du coup plus de cadence image et donc une meilleure qualité, alors que si vous travaillez sur un grand champ, la machine va travailler moins vite. Donc déjà, votre rétine va avoir plein d'informations inutiles. Donc déjà, vous perdez en termes de qualité de votre cerveau. Et en plus, la machine perd aussi de la qualité d'information parce qu'elle travaille dans une très grande zone. Donc quand on s'intéresse au Doppler ombilical, c'est pas très grave. Mais dès qu'on va travailler sur des structures plus exigeantes, plus petites, qui nécessitent d'avoir une meilleure qualité d'image, on perd de l'information. Donc on ferme sa boîte. Donc je ne sais pas si Grégoire, tu peux montrer. Voilà, vous voyez, il y a ma main sur le haut de l'écran. Et donc on a toujours sur notre moniteur, quelle que soit la marque avec laquelle vous travaillez, vous avez toujours, on ne voit pas là sur l'écran, mais sur l'écran, vous avez toujours matérialisé la petite boule, le trackpad, avec les différentes touches qui sont autour du trackpad. Et donc, vous allez pouvoir modifier, grâce à votre clavier, les différents éléments. C'est possible d'afficher tout le tableau ?
Ok. Bah, c'est juste pour montrer le... Ouais. Je vais juste vous montrer comment on peut régler le board, parce que ça, c'est quand même pas mal. C'est presque plus important que l'image. Juste déjà pour savoir comment on ferme la fenêtre Doppler, là. Ah, ok, bon, c'est pas très grave. Donc en fait, vous avez au-dessus du trackpad, vous avez une petite icône qui s'appelle Changer. Si vous cliquez sur la touche du haut, vous pouvez faire changer la position ou changer la taille. Donc ça, il suffit, le trackpad bouge la fenêtre. Vous appuyez sur là où c'est écrit Changer sur votre machine. Toutes les machines ont à peu près les mêmes codes. Et puis vous pouvez ouvrir ou fermer votre box. Plus vous allez travailler petit, mieux c'est. Ensuite, sur le côté de votre image, ici, vous avez une échelle. Et vous voyez que sur cette échelle, il y a un code là qui est en centimètres secondes. Donc ça vous permet de savoir deux choses. C'est l'axe du flux. Plus c'est rouge, plus ça va vers la sonde. Enfin, rouge, ça va vers la sonde. Bleu, ça va à l'opposé de la sonde. Donc ça vous donne un codage de sens de flux. Et ça vous donne aussi un codage vitesse. Et cette échelle en 2D, enfin en Doppler couleur, pardon, vous pouvez la modifier avec sur votre moniteur la PRF. Donc la PRF, vous pouvez la changer. Et en fonction de... Vous voyez ici, ça change la vitesse des particules sur laquelle vous travaillez. Donc, soit vous travaillez sur des vitesses très lentes, et du coup, selon où vous allez mettre votre boîte, vous allez avoir, si je me mets par ici, vous allez avoir plein d'informations de flux lents. Et puis, si vous allez travailler sur des vitesses très rapides, donc à l'inverse, là, je monte le niveau de vitesse, et plus vous allez perdre les flux lents et gagner sur les flux rapides. Donc, vous avez moins de bruit, entre guillemets, si vous vous intéressez aux vitesses rapides. Et donc, il faut adapter en fonction du vaisseau que vous allez interpréter. Normalement, on sait à peu près quel type, si c'est des vaisseaux utérins ou si c'est des vaisseaux fœtaux. On sait quelle est la vitesse par seconde. Mais si vous ne connaissez pas par cœur la vitesse, vous jouez avec cette PRF et vous allez voir si vous gagnez ou si vous perdez des informations qui vous sont nécessaires. Donc, pour les flux fœtaux, on est en général autour de 60 cm/s. Hop. Et si jamais vous montez... Ça s'appelle l'aliasing, on va en parler. Donc si par exemple vous travaillez sur des vitesses très lentes, ici vous voyez je suis à 10 cm/s, et que la vitesse du flux est beaucoup plus rapide que l'échelle que vous utilisez, vous allez avoir ce qu'on appelle un recouvrement spectral ou un phénomène d'aliasing, c'est-à-dire que les vitesses, les vaisseaux, les particules les plus rapides vont apparaître à nouveau en bleu, parce qu'il y a un recouvrement spectral. Et c'est ce qu'on va utiliser, on le verra pour le ductus pour certains. Moi, en tout cas, il faut que vous sachiez que mathématiquement, selon votre niveau de vitesse, votre échelle de vitesse, vous allez créer forcément un aliasing dès que les vitesses vont être plus rapides. Donc, comme par exemple, en général, le flux dans le cordon, c'est autour de 60 cm/s. Et ben, vous allez, si vous passez sur ce type de vitesse, vous allez avoir de l'aliasing dans le cordon. Donc ça, c'est important. Donc les constructeurs vous pré-règlent la vitesse du flux pour l'obstétrique. Mais dans certaines situations, par exemple pour le goitre fœtal pour la thyroïde, on est obligé de travailler sur des flux lents, des flux tissulaires, et donc il faut régler à 15 cm/s pour avoir les bonnes informations du codage couleur. Donc ça, c'est important de savoir sur quel type de vitesse. Si vous cherchez les Doppler utérins, c'est l'inverse, c'est des vitesses très rapides, c'est la mer. Et donc, vous allez plutôt chercher des PRF, vous allez monter pour avoir des vitesses rapides et pas avoir toute la vascularisation péri-utérine qui va flasher si vous travaillez sur des vitesses trop lentes. Et donc, ça va vous améliorer votre qualité d'image. Donc, quand on veut faire de l'analyse spectrale, on en revient puisque pour l'analyse obstétricale, on fait de l'analyse spectrale, il faut qu'on sache où est-ce qu'on va mettre notre boîte. Alors, la boîte, du coup... On appuie sur le bouton qui nous permet de faire de l'analyse spectrale. Et cette analyse spectrale, elle va être faite uniquement dans cette zone. Donc uniquement sur ce petit intervalle. Vous allez demander à votre machine d'analyser en fonction du temps la vitesse des particules dans cette boîte et leur quantité. Donc vous faites ça tous les jours, mais peut-être vous n'avez pas forcément notion que c'est ça qui se passe au sein de la machine. Donc, je vais lancer là on va lancer l'analyse spectrale. Donc, vous avez l'habitude
d'avoir cette image qui apparaît. Donc ce codage, du coup, c'est un codage qui est un codage, ça s'appelle un spectre, hein, en fonction du temps, ici, et en fonction des vitesses des particules. Et l'air sous la courbe, finalement, c'est la quantité des particules que vous avez pris dans votre petite boîte et leur vitesse respective. Vous voyez que là, comme on est bien calé, l'onde la plus rapide, donc vous savez que l'analyse spectrale sur les vaisseaux, on a ici la systole, qui est la contraction cardiaque, et ensuite la diastole, le temps de relâchement ventriculaire, ensuite une nouvelle systole, une diastole. Et donc nous, on va, dans l'analyse spectrale, s'intéresser à des rapports entre la mesure de la systole et la diastole, ou alors à des vitesses réelles, et donc on va utiliser le pic en fonction de la vitesse. Donc quand on fait des rapports, peu importe si la vitesse réelle est mal calculée, c'est-à-dire si on n'est pas bien dans l'axe du flux, parce qu'on va avoir un rapport entre la diastole et la systole, ça va annuler la valeur de la vitesse, et donc vous aurez un 0,5 si on est à la moitié de la valeur, ou 0,6 si on est un peu plus bas, jusqu'à un rapport à 1 si on n'a plus du tout de diastole pour l'indice de résistance. Si on veut maintenant dérégler les choses, c'est-à-dire ça c'est facile, c'est magnifique, on se dit il n'y a aucun problème. Mais parfois, donc je vais vous montrer des choses qui ne sont pas bonnes et vous allez essayer de trouver qu'est-ce que vous, si vous étiez à ma place, vous alliez modifier sur le tableau pour que ça aille mieux. Alors je vous fais un premier essai. Donc c'est le même bébé exactement, hein. Je vais essayer de me mettre voilà, ici. Alors, qu'est-ce qui ne va pas, par exemple, sur cette analyse-là? Qu'est-ce que vous modifieriez tout de suite d'emblée en me disant « Non, mais Laurence, là, ça ne va pas du tout ». Est-ce que le problème vient du réglage au niveau de la fenêtre de tir? Est-ce qu'il vient de la zone dans laquelle on s'est mise dans la fenêtre de tir? Est-ce qu'il vient de la localisation du vaisseau? Donc ici, vous voyez qu'on s'est mis sur un vaisseau qui vient complètement perpendiculaire à l'axe de tir, et donc on a une analyse spectrale qui est ininterprétable, qui est très mauvaise. Pourtant, on est au niveau d'une artère ombilicale. Donc là, le premier problème, c'est qu'on n'est pas dans le bon plan, enfin, le tir Doppler ne vient pas parallèle au vaisseau. Ensuite, deuxième chose, là, je vous refais, donc là, je suis bien parallèle, je suis dans l'axe. Par contre, vous voyez que c'est un codage bleu. Donc, qui dit codage bleu dit que ça va à l'opposé de la sonde, et donc sur l'analyse spectrale, ça va être en négatif. Puisque ici, du coup, comme on est en bleu, on est en négatif, puisque ça va à l'opposé de la sonde, et donc vous avez un spectre qui, si vous demandez à votre machine de faire un calcul automatique, il ne va rien réussir à faire. Donc là, qu'est-ce qu'on va changer? Soit on inverse, on demande à la machine d'inverser, donc on peut appuyer sur un bouton qui s'appelle inverser au niveau de l'analyse spectrale. Et donc, du coup, vous allez avoir ce spectre qui va se remettre dans l'autre sens. Par contre, vous voyez qu'on est quand même en négatif sur l'échelle, là. Ça reste quand même négatif sur le côté. Donc, c'est mieux, si on veut être vraiment très puriste, c'est toujours mieux de chercher un endroit où on peut avoir le flux dans le même sens. Hop. Donc, rouge, pour qu'après, votre analyse spectrale soit directement, correctement faite. Ensuite, autre chose qu'on peut modifier qui est parfois erronée, c'est la taille de la boîte. Donc la taille de la boîte, elle va conditionner, comme je vous disais, tout ce qui se passe à l'intérieur de la boîte. Donc si vous prenez le cordon ombilical et que vous prenez une grande boîte, vous allez avoir et la veine, pardon, là il est en train de bouger en même temps, même si on se met sur l'insertion du cordon. Donc vous allez avoir et le flux veineux et le flux artériel sur le même spectre. Donc pareil, vous allez me dire, ouais, c'est pas très grave, pour le Doppler ombilical, ça change pas grand-chose. Mais en fait, vous voyez là, on a du coup les deux artères qui n'ont pas la même qualité spectrale parce qu'on a pris les deux artères en même temps et il y a un espèce de flux qui n'est pas bon sur la deuxième artère parce qu'on n'est pas pile dessus. Et en plus, on a un flux veineux là en dessous. Et donc la machine, elle travaille sur une fenêtre trop grande et votre qualité d'analyse spectrale n'est pas bonne. Et ça, après, si vous demandez une autotrace par la machine, eh ben, elle ne va plus savoir qu'est-ce qu'elle doit calculer. Donc, elle est perdue parce qu'elle a interprété trop de particules en mouvement, elle ne sait pas lequel elle doit interpréter. Donc, ça aussi, c'est un bon truc, hein. Il faut fermer votre petite boîte. Donc, globalement, on est à 2-3 mm.
Et on verra que dans certaines situations, par exemple quand on veut s'intéresser à des flux cardiaques, quand on veut mesurer le TAV, eh ben, il faut modifier cette taille de box pour avoir à la fois le flux d'admission et le flux d'éjection dans la même box Doppler. Donc ça, on ferme la boîte. Ensuite, une autre chose qu'on peut modifier, ça on voit des fois aux urgences, hein. Hop. Parce que les machines qui sont aux urgences, elles ne sont pas paramétrées obstétricales. Parfois, ou quand on va en réa pour faire une écho, ben, on arrive à voir ce genre de spectre. Et là, on peut se faire piéger. Donc ça, c'est la vitesse de défilement. C'est la machine qui vous crée ici sur l'échelle de temps. Plus de spectre, donc plus de contractions cardiaques sur la même ligne. Donc ça, c'est très utile quand on fait de la cardio pour voir, par exemple, les extrasystoles. On est content de pouvoir mettre plus de cycles cardiaques sur la même image, mais quand on fait du Doppler obstétrical en routine, il ne faut pas avoir plus, on dit le mieux c'est 5 cycles 5 cycles identiques pour pouvoir faire une analyse spectrale de qualité. Donc là pareil, vous rechangez votre vitesse et vous passez sur une vitesse qui vous permet d'avoir 5 cycles sur la même image. Donc là vous voyez pareil, hop, je me remets bien. Là, on a une analyse spectrale de bonne qualité. Alors, autre chose qui peut être piégeant, alors pourquoi c'est important les vitesses de balayement là, ça peut arriver par exemple quand on a un Doppler nul et qu'on serre beaucoup, on rapproche beaucoup les cycles, que ce Doppler nul, il n'apparaisse plus comme nul et que la machine se fasse piéger elle aussi quand elle va faire le calcul et que du coup, il faut déjà beaucoup de paramètres, mais ça peut arriver, vous allez en réa voir une patiente qui a une grosse préclampsie sévère, vous devez faire un Doppler à votre fœtus. Si vous n'avez pas réglé votre vitesse, là, vous pouvez vous faire piéger aussi. Alors, un autre piège, c'est le filtre. Donc, je vais vous montrer, on peut régler les filtres. Alors, d'abord, ouais. Donc, je me remets. Hop. Ouais. Ah oui, c'est bien ce qu'il y a. Ah, voilà. Donc, il faut le lancer pour le voir sur la machine. Voilà. Et donc, sur la machine, ça s'appelle WMF. Wall Motion Filtre. Voilà, c'est pour ça que j'ai filtre de paroi. Voilà. Donc ça, pareil, sur les machines de réanimation, c'est très classique. Donc le filtre, vous voyez, il apparaît là. En fait, la machine va annuler toutes les vitesses lentes parce qu'elle va considérer que c'est la paroi vasculaire et elle ne veut pas cette information. Donc les cardiologues, donc si vous allez en réa typiquement avec une machine de réa, c'est calé pour faire de l'écho-cœur au chevet des patients adultes. Eh ben, les filtres sont toujours très 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 forts. Et donc pareil, on peut avoir l'impression d'avoir un Doppler nul, une diastole nulle, juste parce que le filtre est réglé. Alors c'est facile de voir, même en systole, la systole est nulle au niveau de cette zone. Donc ça se voit quand il y a trop de filtres. Mais ça, c'est important de savoir que vous pouvez régler les filtres. Et ça, c'est utile quand on fait de l'analyse spectrale en cardiologie, parce que justement, on n'a pas du tout envie d'avoir tous les bruits de parois qui peuvent perturber les analyses. Donc ça, c'est un autre réglage que vous pouvez faire, c'est le filtre. Alors, je crois que pour l'analyse spectrale, j'ai déjà dit pas mal de choses. Je reprends mon petit pense-bête pour oublier de rien vous dire. Ah ouais, déjà 20 minutes, super. Alors, du coup, peut-être on peut changer de patiente. On a 2 patientes et on a 40 minutes, je suis à 20 minutes, donc on va peut-être changer de patiente. Déjà, est-ce que vous avez des questions sur le type de réglage et d'analyse sur le réglage spectral? C'est un peu ardu, hein. Maintenant on va peut-être passer à des choses un peu plus sympathiques, mais c'est important, je pense, de vraiment bien comprendre. Donc la règle, c'est d'être parallèle au vaisseau, d'avoir une fréquence de défilement qui vous permet d'avoir 5 cycles identiques sur votre analyse spectrale, de bien régler la PRF pour que l'analyse spectrale vous permette d'avoir une onde qui soit ni trop écrasée ni un recouvrement spectral. Et puis, je vais vous montrer encore peut-être quelques pièges, par exemple pour la respiration de la patiente. Et puis, donc maintenant, on va parler des sites de Doppler. Merci beaucoup. Donc, maintenant que vous savez régler votre machine, on va parler de comment repérer les sites de mesure en obstétrique. Donc, on a plusieurs sites de mesure nécessaires. Donc, on a le Doppler ombilical. Laurence, ouais. Juste, on va quand même remercier aussi, même si je sais que tu l'as déjà fait, mais la patiente, oui. On peut l'applaudir parce qu'elle a été super. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Audrey est un peu plus avancée en termes. Vous êtes bien là? Vous ne voulez pas descendre un peu? Ça va?
Donc on va parler des sites de mesure. Alors les principaux sites de mesure en Doppler, bien sûr c'est le Doppler ombilical, ça je pense que ça pose pas trop de soucis. Peut-être on peut voir le Doppler périvésical. Je vais juste me prendre un gant. Donc le Doppler périvésical, il est utile surtout dans les situations de gémellité, pour savoir qui est qui et on ne mesure pas en cordon libre. Et ça, c'est justement, je vous disais que c'était important d'être parallèle au faisceau vasculaire, entre le tir Doppler et le faisceau vasculaire. Et typiquement, dans le Doppler périvésical, il faut être un peu plus rigoureux, parce que si on vient par une coupe axiale et qu'on ne change pas la voie d'abord, eh ben, on va avoir un vaisseau périvésical qui sera du coup justement perpendiculaire au tir Doppler. Alors, ce bébé a la tête en bas et le dos à droite, avec un placenta postérieur. Donc même chose en imagerie 2D, si on s'intéressait à l'insertion du cordon, on va venir plutôt perpendiculaire pour trouver l'insertion. Donc vous voyez là, je mets le placenta vertical pour justement être orthogonal au départ du cordon. Donc c'est plus facile quand vous faites votre balayage placentaire de mettre le placenta debout. Vous savez que moi je dis souvent debout couché, je trouve ça plus simple que horizontal vertical, hein. Donc on met le placenta debout et du coup on a le cordon couché et ça nous permet d'être perpendiculaire à l'insertion du cordon et le repérer plus facilement. Sans Doppler. Alors je fais aussi partie de ceux qui pensent que si on sait faire une bonne cartographie 2D vasculaire, après c'est presque plus facile ensuite d'allumer la couleur après. Mais il y en a qui utilisent le Doppler couleur pour repérer les structures et ensuite éteignent la couleur. Bon, ça vous faites comme vous voulez, mais je pense que si on est exigeant en 2D, on est capable de tout repérer d'abord en 2D et ensuite d'allumer la couleur. Donc voilà pour l'insertion du cordon. Donc on parlait du Doppler ombilical. Donc en routine classique, on fait les mesures en Doppler en cordon libre, mais dans certaines situations, notamment les grossesses gémellaires, on a besoin du Doppler périvésical. Donc même principe, hein, là je viens perpendiculaire pour repérer l'insertion du cordon à la peau, et puis ensuite je descends vers la vessie, et donc vous voyez qu'on les voit très bien ces deux artères, et elles viennent là perpendiculaires au faisceau ultrasonore. Donc si je mets du Doppler couleur, ça ne va pas poser de souci, parce que les réglages des constructeurs nous permettent en général d'arriver quand même à une image de qualité, mais vous voyez qu'on voit déjà beaucoup moins bien celle-ci qui est complètement horizontale par rapport à celle-là qui est plus verticalisée. Donc on peut se faire piéger, par exemple, si je baissais un peu la puissance et je montais un petit peu la PRF ou le gain. On n'a pas parlé du gain, mais c'est vrai que le gain c'est aussi utile, hein. On peut avoir une impression d'artère ombilicale unique juste parce qu'on a fait des mauvais réglages et surtout parce qu'on arrive perpendiculaire au vaisseau. Donc là, on va remonter le gain, je remonte un petit peu la puissance. Et puis surtout, on va venir du coup trouver une solution pour que notre tir Doppler vienne dans l'axe de cette artère périvésicale. Donc ça, c'est à nous après de trouver la meilleure zone pour venir bien, le plus possible dans l'axe du vaisseau. Alors ça, c'est aussi intéressant, puisque comme c'est un bébé qui a les fesses en haut, il y a le diaphragme de la maman qui vient faire bouger les fesses du fœtus. Et donc, du coup, j'ai une perte... Ah, pardon, ça m'a enlevé le spectre. Donc, j'ai une perte de qualité sur l'analyse spectrale au moment où le diaphragme de la maman vient baisser les fesses du bébé, et donc la fenêtre de récupération des informations n'est plus au bon endroit. Et donc, on a des analyses spectrales qui sont moins bonnes. Donc, quand c'est comme ça, on demande simplement à la patiente de bloquer la respiration quand elle entend le bruit qui commence. On y va. Et du coup, on a des cycles qui sont de bonne qualité. Alors que si vous la laissez respirer, donc là, on va demander à Audrey de faire justement l'inverse. Je vais lancer la couleur et puis le son, et puis ensuite, elle va prendre une grande inspiration. Alors ça, c'est important, surtout pour le Doppler cérébral quand... je vous laisse respirer. Hop, on perd l'info parce qu'elle s'est mise à respirer, donc la fenêtre est partie alors que le bébé n'a pas bougé. Donc ça, dès que vous travaillez au fond utérin, que ce soit pour les vitesses cérébrales ou en périvésicale typiquement là, il faut, dès que vous faites l'analyse spectrale, c'est-à-dire dès qu'on entend le bruit Doppler partir, demander à la patiente de bloquer sa respiration en même temps que qu'elle entend le bruit qui commence.
Alors peut-être on peut parler un peu du Doppler cérébral. Donc pour le site du Doppler cérébral, moi j'ai aussi un petit truc que je vous propose. C'est toujours pareil, hein, j'utilise pas mal d'abord le 2D. Donc vous partez de la coupe du BIP, la coupe de référence. Vous descendez sur l'orbite. Donc ça c'est quelle que soit la corpulence de la patiente, le terme, ça marche à tous les coups. Vous mettez l'orbite sous le câble de la sonde. Donc là vous voyez mon câble, il est par ici. Hein. Donc l'orbite en plein centre. On remonte un tout petit peu sur le polygone de Willis. On allume la couleur. Hop, si je me mets bien, c'est mieux. Et normalement, ça marche à tous les coups. Ah, pardon, c'est parce que je suis mal. Voilà, c'est typiquement le réglage. Donc là, on était sur une PRF trop montée. On peut même se mettre en cerveau, peut-être. Comme ça, on a le preset de qualité. Donc là, on change en même temps qu'on vous parle, on monte le... Donc ça, je vous recommande aussi avec votre machine de faire venir votre ingénieur à la maison et de lui demander qu'elle fasse les réglages optimisés en fonction des patientes que vous avez en routine. Et... Hop, voilà. Donc je vais vous remontrer le petit truc maintenant qu'on sait que ça va prendre. Peut-être encore un peu de gain. Voilà. Donc on part de la coupe du BIP, on descend sur l'orbite, on met l'orbite sous le câble de la sonde, on remonte un petit peu. Et on va avoir l'artère cérébrale qui vient quasiment dans l'axe de votre tir Doppler. Donc ça, c'est bien pour les vitesses, ça ne sert à rien quand c'est pour la redistribution cérébrale des RCU, parce que pour les indices de résistance et de pulsatilité, ce n'est pas très grave si vous prenez votre boîte comme ça, qui n'est pas dans l'axe du vaisseau. Par contre, dès que vous allez chercher à avoir la vitesse des particules, donc dans tout ce qui va être diminution des mouvements actifs, RAI positif, métroragie ou des situations où vous voulez être sûr que votre bébé n'est pas anémique, les situations d'anasarque, il va falloir se mettre pile, que l'artère cérébrale soit pile dans l'axe du Doppler, et on se met plutôt à l'émergence de l'artère cérébrale moyenne, donc assez proche du polygone de Willis, et on va pouvoir lancer. Alors vous voyez là, je ne travaille pas en simultané, ce qui veut dire que je perds l'information au niveau du cerveau, mais je peux cliquer sur une petite boîte qui s'appelle simultané, qui me permet de voir en même temps la cartographie 2D et la cartographie, l'analyse spectrale. Donc on perd un peu en qualité sur le spectre, mais par contre ça nous permet de nous remettre bien et de pouvoir ensuite se caler sur le bon site de mesure. Donc ça c'est pareil, hein, important de bien régler. Et vous voyez que du coup les vitesses là, même chose, on est un peu bas. Donc il faudrait là qu'on rebouge les PRF pour avoir le spectre de bonne qualité. Pardon, je recommence et je vous remontre. Voilà. Donc vous voyez, on peut monter et descendre la PRF une fois qu'on est en analyse spectrale ici, et vous avez l'échelle qui va s'auto-corriger. Et ça, vous pouvez le faire même a posteriori, puisque c'est pas un traitement lié à la... C'est la machine qui va calculer la vitesse, c'est pas le fait de corriger l'angle, c'est ça que je voulais vous montrer. Il faut pas, si vous utilisez la correction d'angle, ça ne va pas du tout améliorer votre qualité spectrale. Est-ce que tu peux remontrer l'image ? C'est juste là, je vous remontre quand on change l'angle. Vous voyez que c'est juste les vitesses sur le côté, mais pas la qualité de votre analyse spectrale qui change. Donc c'est pour ça que c'est juste mathématiquement, ça va vous changer la vitesse, mais ça ne va pas améliorer votre qualité d'image. Et donc c'est vraiment très important, en général, de jamais utiliser la correction d'angle, mais de chercher vraiment à avoir l'image native la plus propre possible. Alors on passe au ductus. Donc, pour le ductus, on va se mettre du coup sur une boîte. Hop. Alors, on se prend ça, je sais pas. Donc pour le ductus, il faut repérer votre veine ombilicale. Et vous savez que le ductus va émerger du sinus porte pour montrer vers la veine cave inférieure et monter dans l'oreillette. Donc on repère déjà un peu notre sinus porte. Et même chose, on sait que si on vient comme ça, on a la veine ombilicale qui est couchée. Et donc il va falloir la verticaliser pour pouvoir venir dans le plan du vaisseau. Donc on est forcément quelque part entre le sinus porte et l'oreillette droite.
Donc on sait qu'on est dans cette zone anatomique. Donc déjà, on va essayer d'améliorer notre qualité 2D pour bien repérer les choses. Et puis ensuite, on allume notre couleur. Et donc, même travail, hein, on ferme un peu sa boîte. Donc là, certaines personnes utilisent l'aliasing, donc vont justement chercher à baisser la PRF pour avoir ce recouvrement avec les flux très rapides du ductus qui du coup vont devenir en couleur inversée. Là, j'ai presque trop monté. Voilà. Qui vont devenir du coup bleus parce qu'il y a un système de recouvrement de spectre. Mais sinon, si vous n'utilisez pas, si vous travaillez sur des vitesses classiques, ensuite vous cherchez votre petit fenêtre d'échange. Alors là, il est en train de respirer, donc forcément, il faut un peu de patience. Donc le Doppler, c'est aussi l'art de la patience. Alors il y a deux techniques, hein. Soit on le cherche en coupe axiale, comme ça, dans l'axe, et puis il y en a qui le cherchent en coupe sagittale, pendant qu'il respire. Je vous montre l'autre technique. Donc en coupe sagittale, c'est exactement le même principe, hein. On va chercher la veine ombilicale, l'oreillette droite, et entre les deux, vous avez ce vaisseau qui va monter, faire ce shunt. Voilà. Et donc après, c'est à vous de venir dans l'axe du vaisseau, donc c'est un peu plus c'est un peu plus exigeant, je trouve, comme technique. Et ça, c'est la vraie vie, c'est-à-dire qu'il faut la patience d'attendre qu'il s'arrête de respirer, qu'il ne bouge pas. Plus vous travaillez sur des vaisseaux petits, et plus c'est compliqué de faire de l'analyse spectrale de qualité. Là, tant qu'il respire, ça ne sert à rien, puisque les flux veineux sont modifiés par les pressions diaphragmatiques. Donc, il faut attendre un petit peu qu'il s'arrête de faire ses mouvements respiratoires. Est-ce que vous voulez qu'on passe au Doppler utérin? Oui. On passe à d'autres. Si vous avez des questions, on voulait que ce soit interactif, mais du coup, il faut que le micro circule. On a peut-être 10 minutes pour des suggestions. Donc, pour le Doppler utérin, pendant que vous préparez vos questions, il y a aussi deux techniques. Avant le Doppler, tu peux juste montrer, parce que c'est vrai que ça devient de plus en plus à la mode, l'inversion et l'analyse cérébro-placentaire au niveau du Doppler. Ouais. Montrer comment tu fais en pratique. Donc, un retard de croissance. Bien sûr. Donc, on commence par l'analyse spectrale du Doppler utérin, donc de l'artère ombilicale, pardon. Donc, on prend une artère ombilicale en cordon libre. On va chercher son indice de résistance. Alors, comme il est en train de respirer aussi, on va avoir des flux. Donc ça, c'est intéressant de savoir que quand il respire, on a des flux diastoliques qui sont aussi un peu modifiés chez les fœtus. Désolé, hein, ça bouge là. C'est l'heure de la gym. On est avec toi, hein, t'inquiète pas. Voilà. Donc on va utiliser ici, vous voyez l'indice de résistance qui apparaît, qui est à 0,67. Et on va faire le rapport entre l'indice de résistance ombilicale et l'indice de résistance cérébrale. Donc on se met sur l'artère cérébrale. Donc là, pour le coup, c'est pas très grave si je viens pas dans l'axe, mais comme il faut montrer les images les plus belles possibles, on va le faire en... Hop. Alors, j'aurais dû prendre 5 spectres, hein, j'ai arrêté un peu tôt. Alors ça aussi, c'est intéressant quand vous lancez l'analyse spectrale automatisée. Vous avez des petits points ici jaunes et bleus. Si vous ne faites pas forcément attention, voilà, ici vous voyez le point bleu qui a été retenu, il est sous la ligne de base. Donc ça, vous pouvez monter la sensibilité a posteriori ou choisir les spectres. Donc ça, vous voyez, j'ai monté, du coup, ça a monté mes petits curseurs. Soit vous pouvez choisir les spectres que vous voulez analyser. Et donc vous pouvez changer ici, parce que par exemple celui-là, il n'est pas de bonne qualité. Alors là, la machine au début vous dit non, j'en veux pas. Donc ça, vous pouvez changer vous pour lui demander quel spectre elle doit analyser. Et normalement, elle prend celui de meilleure qualité. Mais c'est à vous de vérifier, parce que ça peut arriver parfois que le réglage automatisé ne prenne pas un spectre de qualité ou que vous n'avez pas réussi à avoir 5 cycles identiques parce que le bébé respirait et que vous voulez prendre que le meilleur. Donc méfiez-vous aussi de cette analyse systématisée. Et donc là, ici, vous voyez, on est à 0,84. Et donc, les résistances cérébrales sont plus fortes que les résistances ombilicales.
Donc là, on est tranquille, on a un indice cérébro-placentaire qui est tout à fait normal chez ce bébé. Si vous voyez cet indice arriver proche de 1 ou s'inverser, là, effectivement, on est en situation de vasodilatation, de redistribution cérébrale. Donc pour le Doppler utérin, moi j'utilise souvent... Juste, excuse-moi, il y a bien sûr. Emmanuel qui a une question. Alors, ce sera peut-être l'objet justement d'un débat, puisqu'il y a deux façons de voir les choses par rapport aux index de résistance et aux index de pulsatilité. J'attire votre attention sur le fait que dans la littérature scientifique, je vous mets au défi de trouver un article scientifique qui met en avant les index de résistance. L'index de résistance, c'est vrai qu'il est très apprécié par les Français parce que finalement, il n'y a pas besoin de le rapporter sur des courbes. On regarde est-ce que c'est au-dessus, est-ce que c'est en dessous, et on tire une conclusion finalement assez simple. Mais une autre façon de voir les choses, et c'est ce qui est défendu dans les publications scientifiques, c'est de considérer que la redistribution vasculaire, ça va être le percentile de l'index de pulsatilité. Donc un index de pulsatilité trop élevé, il va être supérieur au 95e percentile. Trop faible, il va être inférieur au 5e percentile. Le rapport cérébro-placentaire, ça va être la même chose. Et les gens qui défendent l'index de pulsatilité, comme moi par exemple, c'est de se dire mais pourquoi se priver de l'information de la vitesse? Donc ça suppose de travailler très bien, comme tu l'as montré, c'est-à-dire d'être vraiment bien dans l'axe du vaisseau. Moi, je ne demande pas aux gens de changer leur pratique par rapport à ça, parce que le problème qui se pose derrière, c'est de dire sur quelle courbe on travaille pour dire que c'est quel référentiel on utilise. Mais j'attire votre attention sur le fait que parfois, cette analyse sur les index de résistance peut sembler normale. On calcule sur les vitesses et là, on va trouver un rapport cérébro-placentaire qui ne sera pas dans les normales. Voilà. Complètement. Si je veux avoir un avis un tout petit peu contradictoire par rapport à toi, c'est en tant que clinicien, je trouve que l'avantage de l'index de résistance, c'est que ça parle tout de suite très simplement. Quand on parle de redistribution cérébrale, on comprend que c'est une diminution des résistances au niveau cérébral et donc une diminution de l'index de résistance. Donc c'est très simple à comprendre sur un plan conceptuel, et le fait qu'il y ait des résistances qui diminuent au niveau cérébral, qui augmentent au niveau ombilical, on comprend bien le concept, et donc c'est assez facile à concevoir en tant que clinicien. Voilà. Alors l'index de pulsatilité, c'est ça qu'on retrouve dans la plupart des publications, mais conceptuellement c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. En fait, la question de fond, c'est est-ce qu'on sensibilise notre examen par des choses qui sont inapparentes? Et c'est lorsqu'on a reporté sur les courbes qu'on se rend compte, tiens, ce spectre, il m'avait l'air normal, mais je me rends compte que, par exemple, mon rapport cérébro-placentaire, il est au 6e percentile. Voilà. Mon Doppler utérin, oui, j'ai un joli spectre, j'ai pas d'incisure protodiastolique, je suis sur un petit bébé en fin de grossesse. Je suis au-dessus du 95e percentile pour l'index de pulsatilité. Il y a toute une littérature là-dessus pour dire est-ce qu'on pourrait guider nos prises en charge par rapport à ça. Mais c'est en effet un débat, et j'imagine bien que beaucoup de gens ont l'utilisation quotidienne des index de résistance qui sont simples. Parce que sur une prise de décision immédiate, tu n'as pas besoin de courbe, tu vois tes résistances, et tout de suite, même à la limite, presque intuitivement, tu vois s'il y a quelque chose qui s'est modifié. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux. C'est juste une autre façon de voir les choses, mais c'est une évidence pour les deux situations. Peut-être on peut passer au Doppler utérin, parce qu'il y a aussi souvent des questions sur les notches, comment on interprète un notch. Donc déjà, pour les trouver facilement, moi j'ai un petit truc peut-être aussi qui n'est pas ce qu'on donne toujours je ne sais pas si d'autres l'utilisent comme moi. J'utilise la technique que j'appelle de l'hystérotomie. C'est-à-dire que vous savez qu'on recherche, dans la technique initiale, on part du creux inguinal, on cherche les vaisseaux iliaques. Moi, j'utilise plutôt la technique qu'on fait tous les jours quand on fait une césarienne. C'est-à-dire on est sur le segment inférieur et on passe sur les deux bords latéraux de l'utérus, et en général, l'artère utérine saute aux yeux. Et ensuite, on tourne sa sonde de 90 degrés pour venir la chercher proche du col. Et du coup, on la repère assez facilement par cette technique-là. Je la trouve plus simple que de passer par les vaisseaux iliaques. Le seul piège, c'est de ne pas la prendre trop haute, puisque vous savez que dans la technique initiale, il faut la prendre quand même assez proche de sa crosse, et donc assez proche du col. Mais comme vous faites tous très bien le 13e cliché,
Vous savez chercher le col par voie abdominale avec la vessie, l'orifice interne et le col, ici le vagin. Et donc il suffit avec cette technique, une fois que vous avez repéré l'artère utérine de chaque côté de l'hystérotomie, enfin du niveau de l'hystérotomie, ensuite vous tournez votre sonde et puis vous revenez en sagittal, vous revenez plus proche du col et vous la prenez assez basse. Et là en plus vous êtes pile aussi dans ce tir Doppler qui va être dans l'axe de l'artère. Donc ça vous permet d'avoir deux choses. Alors là, vous voyez, Salomé, elle va plus vite que la musique. Vous voyez là, typiquement, on est sur un réglage obstétrical. Et comme c'est un vaisseau maternel, la vitesse va être... Et qu'en plus, je suis pile dans l'axe. Du coup, je vais avoir des vitesses qui sont maximales. Et donc, on a sur l'analyse spectrale rien du tout. Alors, soit on bouge un peu jusqu'à essayer de trouver autre chose, mais ça ne sert à rien. Soit on reste sur le bon vaisseau et on change du coup les vitesses, la PRF, parce que là on voyait déjà d'emblée en 2D, parce qu'on voyait déjà qu'il y avait un recouvrement spectral. Donc soit je change ma PRF pour m'intéresser à des particules plus rapides, et j'attends d'avoir un joli rouge sans bleu, sans blanc à l'intérieur, et là je suis sûre que ça va être aussi un bon spectre. Soit je le fais a posteriori, parce que là je ne l'ai pas fait assez. Alors voilà, là c'est typiquement la situation où je suis tellement bien que voilà, on est obligé de monter encore au-dessus de 120 cm/s pour avoir le Doppler utérin. Donc je me remets sur le bon site. Je voulais juste vous parler du piège du notch. Donc quand on cherche l'incisure protodiastolique ici, là, au niveau du notch, vous savez qu'il faut le comparer à la fin de la diastole. Parce que des fois, il y a des petites incisures, mais qui vont pas aussi bas que la fin de la diastole, qu'on ne doit pas considérer comme des notches significatifs. Enfin, je parle sous la réserve des personnes qui m'entourent, mais les notches de type 1, normalement, ils ne sont pas à considérer comme des vrais notches pathologiques. C'est à partir du grade 2, c'est-à-dire quand le notch va plus bas ou en tout cas égal à la fin de la diastole, que c'est considéré comme un notch pathologique et pas une simple incisure protodiastolique. Voilà pour les Dopplers utérins. Est-ce que vous avez d'autres choses? Alors, j'aurais eu envie de parler de l'anatomie vasculaire et on aurait pu vous montrer plein de choses encore, mais c'est vrai que le temps ne nous permet pas. Mais on peut tout à fait utiliser, comme tu l'as déjà dit, Emmanuel, mais de la cartographie vasculaire. Donc là, je vous montre un exemple. Par exemple, quand on s'intéresse aux anomalies de la fosse postérieure et qu'on veut savoir si la tente garde son axe, parce que finalement, moi je trouve la cartographie vasculaire sur la ligne médiane, on a maintenant des sondes suffisamment de bonne résolution pour repérer les structures par un abord direct, c'est-à-dire sans utiliser le Doppler qui est un signe indirect. Par contre, pour d'autres structures qui ne sont pas toujours très faciles, par exemple l'orientation de la tente du cervelet, je trouve que le fait d'utiliser le Doppler pour repérer les sinus veineux, ça peut nous aider justement à voir, par exemple, la tente. Ça, c'est une petite chose. Moi, je l'utilise aussi pas mal quand on cherche les jets urinaires. Donc, là, c'est une petite poulette, donc voilà. Mais pour les jets urinaires, c'est aussi utile de pouvoir bien repérer le flux à l'intérieur de l'urètre. Les autres utilisations Doppler que j'avais pensé éventuellement, c'était les insertions de cordon. On en a parlé dès le premier trimestre. Le slow flow, c'est très pratique. Alors, peut-être Salomé peut nous dire un mot sur les techniques de slow flow. Le principe, c'est que vous avez juste à régler le gain, en gros. Et ça va vous permettre, notamment pour les insertions de cordon au premier trimestre, c'est vraiment très pratique. Moi, je l'utilise aussi pour les artères ombilicales au premier trimestre. C'est vraiment aussi plus rapide que la cartographie classique. Tu veux nous dire un mot sur la technique de slow flow? En fait, le slow flow, c'est un algorithme qu'on rajoute sur le HT flow, qui est la Doppler couleur haute définition, qui permet d'aller capter justement cette microvascularisation, notamment sur le cerveau, qui nous permet d'avoir accès vraiment à des flux qu'on ne pourrait pas voir en Doppler classique. Donc avec des vitesses extrêmement lentes. Et l'avantage de ce mode-là, c'est que c'est l'appareil qui va automatiquement gérer les PRF. Donc il n'y a plus de notion de PRF, il n'y a plus besoin de modifier ces PRF-là. Et effectivement, on peut uniquement jouer sur le gain du HT flow, parce que c'est le même bouton, ou sur la puissance à l'émission de ce mode de Doppler couleur. Oui, juste, donc ouais, effectivement, comme le dit Salomé, en fait, c'est plus que simplement une modification du HT flow. Ça fonctionne un peu
c'est une itération de style d'échantillonnage Doppler, comme un peu ce dont parlait le professeur Emmanuel Simon, sans être de l'imagerie ultra fast. Et le seul recrutement va se faire par le gain. Et quand vous voyez, quand on active le slow flow, donc on a la cartographie, vous voyez sur l'écran, en haut à droite, vous avez PRF à 0,17. Et là, on n'a pas de bouton de PRF, quand on peut l'avoir pour baisser la PRF pour recruter ou monter la PRF pour gérer son seuillage de sensibilité et être plus spécifique. Seul le recrutement va se faire via le bouton du Doppler et du gain que vous allez tourner dans le sens horaire pour augmenter. L'autre chose que vous allez pouvoir faire, c'est ouvrir la fenêtre ou la fermer. Et vous voyez que c'est en fermant la fenêtre, la PRF monte. Vous avez vu, le chiffre est passé de 0,17 à 0,28. Donc là, je monte ma PRF et en ouvrant la fenêtre, c'est la seule alternative que je vais avoir pour baisser la sensibilité de détection du slow flow. Okay, donc, effectivement, c'est le gain qui me permet de recruter. Et après, la taille de la fenêtre qui va me permettre aussi de gérer la sensibilité de détection. Donc on parlait aussi de médecine fœtale. On peut aussi utiliser le Doppler, bien sûr, pour la perméabilité des coanes. Donc là aussi, on peut utiliser... donc ça, c'est pour l'exploration des syndromes charge, pour le Doppler, pour les flux liquidiens dans les fosses nasales. Et puis, on n'a pas du tout parlé de l'utilisation du Doppler dans l'exploration cardiologique, mais on n'a pas le temps, je pense. Donc, ça sera pour une prochaine fois. Là, il reste vraiment quelques minutes. Si vous avez des questions d'ordre pratique, demandez à Laurence. Vous pouvez... c'est maintenant. Des choses que vous voulez voir en pratique, dans votre cabinet, quand vous faites une échographie, des choses qui vous dérangent ou quoi que ce soit. Aucune question, tout était parfait, clair. Bon, alors on peut applaudir Laurence, je pense. Et bien sûr, remercier cette Audrey. patiente également. Merci beaucoup.